D'une certaine façon, c'est une manière de soutirer l'autorité parentale qui incombe aux parents et de la mettre finalement dans les mains de l'école ou du ministre. Dans ce reportage, nous illustrons comment certains parents sont maintenus dans l'ignorance de certaines problématiques liées à leurs enfants. C'est une enseignante de 3e secondaire, dont l'identité est protégée par la confidentialité, qui a mis en lumière les problèmes liés au guide ministériel intitulé « Pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre ». Cette enseignante a été confrontée à un ou une adolescente ayant décidé de transitionner de genre et donc de changer de pronom, sans que ses parents en soient informés. Selon la commission scolaire qui se base sur le guide, cette information cruciale devait être cachée aux parents de l'élève en question puisque celui-ci le désirait. Olivier Séguin, avocat travaillant en partenariat avec le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, représente l'enseignante dans cette affaire juridique. Leur requête juridique vise à demander l'annulation de la politique de transition de genre du ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous expliquer l'ampleur de cette demande en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure de Montréal. Mais avant de passer à l'entrevue, n'oubliez pas de signer notre pétition à stopclassroomgrooming.com. Et maintenant, je vous laisse visionner l'entrevue. Donc, je représente une enseignante de secondaire 3 dans une école secondaire à Montréal, une prof d'histoire, qui, au début d'année, s'est fait instruire, donc donner les instructions par la direction de l'école de désigner l'une de ses élèves au masculin. Cet élève-là aurait demandé à la direction de l'école d'être désormais désigné au masculin, donc on parle d'une transition de genre. D'emblée, ma cliente n'a pas refusé de le faire, elle a accepté, mais là où elle a eu un problème, c'est qu'on lui a aussi demandé de cacher cette information-là aux parents de l'élève dans les corrections d'examen, dans le bulletin, et surtout, et c'est là où elle n'était pas du tout d'accord, dans le cadre de la rencontre de parents qui était censée se tenir à l'automne, et puis évidemment au printemps aussi. Elle ne se voyait pas du tout regarder les parents dans le blanc des yeux en faisant semblant que rien n'était. Elle le concevait comme étant une forme de mensonge. Et c'est sur cette base-là qu'elle nous a consultés. Le fondement principal de notre pourvoi en contrôle judiciaire est celui d'une objection de conscience. Son objection de conscience est évidemment de tenir les parents dans le secret, puis de refuser de répondre favorablement à l'instruction qui lui a été donnée de mentir aux parents. Et donc, essentiellement, dans ce document-là, c'est un document qui porte les marques d'une certaine idéologie, à mon sens, c'est très clair. Et on rapporte en guise d'information quel est l'état du droit en dressant une analogie sans même l'annoncer comme étant une analogie, mais en dressant une analogie avec la manière de fonctionner pour ce qui est du changement de sexe et du changement de nom dans l'état civil, donc auprès du directeur de l'état civil. Et donc, on traduit d'une certaine façon la lettre de la loi en instruisant d'une certaine façon, en informant les milieux scolaires et les professeurs pour leur dire comment se comporter. Sur le plan constitutionnel, les atteintes à la charte qui font partie de nos procédures, il y a atteinte à la liberté de conscience, atteinte à la liberté d'expression du professeur et atteinte aux prérogatives traditionnelles qui sont celles des parents qui font pas partie des procédures justement parce qu'ils sont tenus dans le secret à l'égard de la direction morale de leur famille. Et par rapport au fait d'être impliqués dans les décisions fondamentales qui concernent leurs enfants. Outre cela, nous sommes d'avis que cette directive sous forme de points d'information qui est contenue dans le guide à l'intention des milieux scolaires est ultra vires au sens où ultra vires c'est un mot savant pour dire que le ministre n'avait pas le pouvoir de
d'émettre cette directive-là parce que ce n'était pas fondé en droit. En vertu d'un certain nombre d'articles qui ne font pas tous partie du guide, parce que le guide a effectivement choisi les articles qui abondaient dans le sens de la position qu'il voulait annoncer comme étant obligatoire auprès des milieux éducatifs. Ça fait partie des aspects de la loi qui sont vraiment étriqués et abscons et pas clairs. Il y a eu des modifications qui ont été apportées dans le Code civil du Québec en 2016, dans le règlement qui touchait finalement au directeur de l'État civil en 2016 aussi. Tout ça faisait partie du projet de loi 103, puis ça venait aussi avec une modification à la Charte québécoise des droits et libertés pour y ajouter comme motif de discrimination interdit l'expression, donc le genre, l'identité sexuelle et l'expression de genre, si je ne m'abuse. Ça a été des modifications qui ont été apportées, si je peux me permettre, sur le fly en 2016. Ça a été présenté à la toute fin du mois de mai par la ministre Vallée et ça a été adopté quelques jours plus tard, le 10 juin, ça avait été adopté. Donc, on peut dire pour le moins que c'est passé par le fast track. Il y a eu très très peu de réflexion, très très peu de débats. Les quelques débats en fait, j'ai pu repérer 2 débats. Les quelques débats qui ont eu lieu en commission parlementaire sont extrêmement laconiques. Ce qu'ils démontrent, à mon point de vue, c'est une incompréhension de tous ceux qui ont posé des questions, comme par exemple donc Véronique Yvon, si je ne m'abuse, qui questionnait Mme Vallée à propos des modifications qui allaient être apportées, mais manifestement sans comprendre suffisamment pour même poser des questions articulées et donc obtenir des réponses précises. Ça a été des modifications qui ont été apportées comme si elles étaient urgentes, parce que, mon Dieu, il y a prétendument des gens qui souffrent terriblement. Je sais même, parce que ça a été annoncé largement à cette époque-là, que c'était un projet de loi qui a été inspiré d'une jeune personne que j'ai pas envie de nommer pour ne pas la mettre, disons, on the spot, qui a sûrement exposé ses souffrances à la ministre et on peut dire qu'elle a été entendue. Ceci dit, ça n'a pas été l'objet d'une réflexion et il y a des déclarations contradictoires, mais très contradictoires, que j'ai pu repérer dans un certain nombre de documents, y compris des articles de journaux, des conférences de presse de Mme Vallée, qui tantôt rassurent les parents, rassurent les journalistes, en disant que l'autorité parentale va être respectée, que les parents ont droit finalement à s'opposer. Donc, la procédure peut être initiée par l'élève de 14 ans, mais qu'après ça, les parents sont notifiés et que s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent s'opposer. Ceci dit, c'est vrai qu'à la relecture de la loi, c'est pas clair. C'est pas clair. Il y a un espace vide qui est laissé et, suivant toute probabilité, le directeur de l'État civil n'interprète pas les choses ainsi. Le directeur de l'État civil, dans son formulaire que j'ai consulté encore ce matin, ne prévoit aucunement que la demande de changement de sexe doive être notifiée aux parents. Et il m'a été aussi confirmé qu'eux-mêmes ne le notifient pas aux parents. Donc, qui a raison, qui a tort, je pense que nous avons raison, mais si on se fie à l'intention du législateur, je pense que le législateur était confus lui-même. Les premiers qui sont responsables à l'égard de leurs enfants, ce n'est pas l'école, ce n'est pas le ministre de l'Éducation, ce sont les parents. Donc, les parents peuvent, après avoir écouté leur enfant, après s'être consultés entre eux, après avoir consulté peut-être des spécialistes, prendre certaines décisions. Je ne me lance pas là-dedans pour aujourd'hui, c'est un sujet plus vaste que la simple question juridique. Mais chose certaine, comment peut-on s'imaginer que les parents puissent
cheminer avec leurs enfants correctement s'ils n'ont même pas l'information à ce sujet-là. Si on essaie de voir une cohérence à l'intérieur de la loi, d'une part, les parents ont l'autorité morale sur la direction de leur famille, ils ont l'autorité parentale. La loi sur l'instruction publique force les parents, et c'est très correct, d'envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. La loi sur l'instruction publique aussi donne la prérogative aux parents de choisir de l'école de leurs enfants. Donc, le choix de l'école des enfants par les parents est un droit qui vient finalement avec l'autorité parentale et qui est le contrebalan du fait qu'ils ont l'obligation d'envoyer leur enfant à l'école jusqu'à 16 ans. Si on leur fournit pas des informations aussi capitales que ça, comment peuvent-ils prendre une décision éclairée par rapport au choix de l'école de leurs enfants? C'est tout à fait impossible de le faire. Et j'irais même plus loin. D'une certaine façon, c'est une manière de soutirer l'autorité parentale qui incombe aux parents et de la mettre finalement dans les mains de l'école ou du ministre. Et je vous avoue, sans rien annoncer parce que c'est en réflexion, que je me pose des questions par rapport à des choses plus larges que simplement le guide. Considérant que le directeur de l'État civil interprète la loi d'une telle façon, enfin, je me pose je me pose des questions. Je ne m'avancerai pas pour le moment. Je le ferai pas en ondes, certainement. Mais je me demande si ce n'est qu'au guide que l'on va s'attaquer. Ça se peut qu'on aille plus loin. N'oubliez pas d'aller signer notre pétition à stopclassroomgrooming.com. Nous désirons que toutes les idéologies de genre ou autres choses qui pourraient venir impacter les enfants soient tout simplement enlevées des programmes scolaires. Donc, allez signer notre pétition à stopclassroomgrooming.com.